Donc je vais être un peu pédagogique, je vais reprendre un petit peu la myélopathie cervicarthrosique, parce que c'est un sujet neurologiquement très intéressant et cliniquement on comprend mieux comment ça se passe en fait. Donc voilà, il y a le plan, on va voir les généralités, les imageries, le traitement chirurgical et l'arbre décisionnel enfin, parce que je pense que de votre côté, vous devez vous demander, bah tiens, pourquoi elle l'a opéré par derrière, pourquoi il l'a opéré par devant, pourquoi il lui a fait une corporectomie, pourquoi il lui a fait juste des hernies discales. En fait, tout est parfaitement presque consensuel. Encore qu'on a encore un petit biais de décision personnelle, mais c'est relativement assez clair la prise en charge. Il y a des sujets que je ne vais pas aborder, c'est la décompensation aiguë de la myélopathie cervicarthrosique, qui était peut-être diagnostiquée non suivie parce que pas très symptomatique, parce qu'en fait il n'y a toujours pas de consensus. On ne sait pas si ces myélopathies qui ont une décompensation aiguë, qui se retrouvent tétraplégiques à l'arrivée au CHU ou aux urgences, s'il faut l'opérer en urgence ou pas. Il y a un œdème de moelle, l'œdème de moelle peut s'aggraver considérablement avec la chirurgie, et donc il n'y a pas encore de consensus là-dessus. Donc celui-là de sujet, on va éviter d'en parler parce que ce n'est pas ce que vous allez rencontrer en ville. Voilà. Donc la prévalence, je répète, elle est de 4 sur 100 000, c'est très faible. Ça touche en général le rachis cervical inférieur, C6, C7, C5. Vous allez voir dans un de mes dossiers, ben, en fait, parce qu'à la fin je vais vous montrer deux dossiers, ben, non, c'est le rachis cervical haut. Hein. Et c'est la conclusion de tout un processus dégénératif qui touche l'arc postérieur et aussi les disques, qui va terminer par une compression au niveau de la moelle et des facteurs vasculaires qui interviennent. Donc la prévalence, elle augmente avec l'âge, forcément. Plus il y a de personnes âgées, plus il va y avoir de myélopathie cervicarthrosique, plus l'arthrose se développe. L'âge supérieur à 45 ans et les antécédents de microtraumatismes. Je rajouterai... Avant, il y avait les microtraumatismes d'origine professionnelle, hein, dans le BTP, tout ça. Aujourd'hui, il y a énormément de microtraumatismes d'origine sportive, en particulier, comme l'a dit Pierre, le rugbyman qui explose tous les records à ce niveau-là. Mais pas que. Hein. Cette semaine, j'ai par exemple opéré une jeune femme de 30 ans qui a fait une école d'acrobatie et je pense qu'elle a pas, comme elle était très jeune, elle n'a pas bien vu qu'elle prenait des traumatismes. J'ai tourné d'elle autour pendant un an. Elle avait une vraie compression médulaire, juste sur un niveau, mais il n'y avait plus du tout de liquide céphalorachidien. Je me suis dit, si je la laisse comme ça, un jour elle va tomber, une chute bête, et elle va faire une contusion de moelle avec des conséquences épouvantables. Et je ne regrette pas d'y être allée, parce que vraiment, la moelle était complètement serrée par une barre ostéophytique antérieure. Les racines ne bougeaient plus, plus rien ne bougeait. Voilà. Donc la prévalence. Et maintenant on passe à la physiopathologie, dont j'ai plus ou moins déjà parlé. C'est deux entités, hein, c'est la moelle qui va souffrir, mais elle souffre parce qu'elle est complètement verrouillée par une spondylarthrose cervicale. En fait, la moelle, ça paraît bizarre, mais c'est un petit peu comme une petite marionnette qu'on pourrait tirer. Hein, vous avez tous eu ça dans votre enfance, ou vous avez acheté ça à vos enfants. La moelle, au milieu, elle est capable de bouger, et les racines sont aussi capables de bouger. Mais pour ça, il faut que le canal soit d'une taille normale. Hein. Donc, ce qui se produit dans la spondylarthrose cervicale, ben, c'est la restriction des mouvements de la moelle, et c'est à partir de là que la moelle va s'abîmer. Donc cette restriction, elle est liée au développement d'un canal cervical étroit. On dit qu'il est étroit à partir de 13 mm. Honnêtement, à 13 mm, il ne se passe rien. Hein. Il faut globalement on peut éventuellement avoir des radiculopathies, hein, des névralgies, mais globalement, c'est souvent à partir de 10, 9 qu'il se passe vraiment quelque chose au niveau de la myélopathie. Donc c'est une dégénérescence discale progressive
En fait, un disque est sollicité, c'est une bille de roulement, il y a des protéoglycanes, des glycoprotéines, tout ça, ça va dégénérer, ça va se résorber, le disque va s'écraser, et puis sur les bords, comme dans un amortisseur, il va y avoir des calcifications qui vont apparaître, et c'est ça qui va créer ce qu'on appelle la barre ostéophytique prémédulaire en avant de la moelle, hein, et qui va se terminer sur les foramens de conjugaison latéralement. Donc en arrière, il peut y avoir les hypertrophies des facettes articulaires, hein, puisque un rétrécissement canalaire, hein, c'est généralement antéro-postérieur, encore qu'il y a toujours une grande part de génétique dans le rétrécissement antéro-postérieur parce que les pédicules peuvent être courts, d'accord, mais globalement, que ce soit en lombaire ou en cervical, le vrai rétrécissement, il est surtout latéral. Donc avec les massifs articulaires qui vont augmenter de volume, s'hypertrophier, s'hyperplasier et pouvoir d'ailleurs donner des pathologies à soi tout seul, hein, qui sont les arthropathies inflammatoires, qui sont extrêmement douloureuses et qui verrouillent complètement les patients dans leurs mouvements cervicaux. Il faut les faire infiltrer. Ici, il y a le docteur Ponceau qui commence à mettre ça en place et je pense que ça va s'étendre parce qu'on connaît très mal cette pathologie des arthropathies inflammatoires au niveau des massifs articulaires. Donc ensuite, il y a le ligament jaune, hein, qui sépare les arcs postérieurs les uns au-dessus des autres, d'accord. Et ce ligament jaune peut aussi se calcifier. C'est une pathologie qu'on voit beaucoup chez les Asiatiques. Enfin, comme en bas, mais moins fréquemment qu'en lombaire, il y a des décalages des vertèbres, des listhésies, et on comprend bien que ce listhésie, ce glissement, il va enserrer la moelle. C'est-à-dire qu'une moelle qui est bien droite avec ses racines, elle va se retrouver emportée. Et s'il y a le moindre arthrose surajoutée, il va y avoir des signes cliniques. Donc la myélopathie, c'est le cisaillement de la moelle épinière par tous ces éléments qu'on vient de décrire, hein. C'est sûr que les mouvements de flexion-extension, ils aggravent tout, hein. En flexion, on imagine bien que c'est cette barre ostéophytique dont je vous ai parlé en avant et les ostéophytes au niveau, ce qu'on appelle l'incarthrose foraminale, hein, l'incus de la vertèbre, que je vous montrerai sur, qui est... alors... pas très doué. L'incus, on va dire que c'est ici, mais latéralement, hein. On le verra peut-être mieux sur d'autres images. En arrière, c'est le bombement du ligament jaune, plus ou moins calcifié, hein, et latéralement, en extension, pardon, c'est surtout le bombement du ligament jaune et le massif articulaire qui vient petit à petit fermer le canal. Tout ça entraîne des altérations de la microcirculation artérielle et une stase veineuse, et peut entraîner des contusions de moelle au moindre traumatisme ou bien des signaux intramédulaires qui en soi-même ne sont pas un signe péjoratif, mais constituent quand même une des définitions de la myélopathie cervicarthrosique. Voilà, il peut y avoir des compressions donc, avec irritation de la moelle, très aggravée par les facteurs dynamiques en flexion-extension. Et c'est pour ça qu'à ce titre-là, on disait que des fortes activités sportives très traumatisantes étaient tout à fait délétères pour la moelle. Donc on va reprendre la clinique. Alors moi ça m'avait vraiment très intéressée quand j'étais étudiante en médecine, parce que c'est vraiment quelque chose de très stéréotypé. Il y a le syndrome rachidien, le syndrome lésionnel et le syndrome sous-lésionnel. C'est ce qu'on appelle la compression médulaire lente, hein. Donc le syndrome rachidien, c'est quelqu'un qui va être complètement verrouillé, d'accord. Au niveau des cervicales, il va perdre. Alors, moi, je le catégorie un peu parce que je ne comprenais pas pourquoi, au début de mon activité, il y avait des gens qui se faisaient opérer d'une hernie discale et puis ils étaient verrouillés, ne bougeaient plus la tête. Et d'autres qui avaient 3 étages opérés et puis ils bougeaient la tête comme là, comme moi, hein, pour l'instant. C'est pas tous les jours. C'est très simple. Le patient qui arrive verrouillé avant la chirurgie, il va rester verrouillé, il ne récupérera jamais sa mobilité cervicale, et quel que soit le nombre d'étages, même s'il n'y en a qu'un. Et celui qui est libre, même si on lui opère 3 étages, il restera libre, sauf la pseudarthrose en plus. Voilà. Donc
la raideur invalidante est très douloureuse, les cervicalgies et les céphalées qui ne sont pas des critères qu'on étudie tellement, qui ne sont pas dans nos publications, mais c'est vrai que les céphalées sont un des signes principaux des patients, parce que dès qu'ils bougent la tête, en fait, ils ont mal à la tête. Voilà. Donc, à la suite de la chirurgie, c'est assez souvent que les céphalées disparaissent pas forcément complètement, mais rétrocèdent. Le syndrome lésionnel, c'est de la névralgie cervico-brachiale ou apparentée. Il y a des gens qui viennent directement avec des déficits. Hein. Donc il faut revoir tous les trajets, les trajets radiculaires, hein, en sachant que C5, globalement, c'est l'épaule. C6, c'est pouce index. C7, c'est tout ce qui est postérieur. Et C8, tout ce qui est intérieur. Alors C8, ça nous pose quand même vraiment souvent beaucoup de problèmes parce que c'est pas forcément corrélé avec vraiment quelque chose de C7-T1. Justement, C7 est souvent corrélé avec le défaut de la possibilité de la moelle de bouger, en fait. De la moelle de bouger dans son canal. Donc, ça tire le plus bas possible, et c'est souvent C8. Donc C8, c'est souvent assez pathognomonique de tout un problème dynamique et postural de la moelle cervicale. Donc, dans le syndrome lésionnel, c'est de la douleur, c'est du trouble de la sensibilité, c'est éventuellement un déficit moteur. Hein. Et puis le syndrome sous-lésionnel qui est diffus, hein, c'est une atteinte pyramidale, c'est des troubles de la sensibilité, donc vous aurez bien compris que comme c'est cervical, il ne va pas y avoir des niveaux sensitifs bien évidents. Ce sont des troubles très subjectifs où ce n'est pas du tout métamérique. Hein. C'est des gens qui vont se plaindre de lourdeur des membres inférieurs, de mauvaise perception parce qu'ils ont une atteinte cordonale postérieure, hein, en fait, hein, donc ils ne sentent pas bien le sol. Hein. Ils peuvent tomber, ils font des chutes. Hein. On les voit arriver, on se dit « Ah, celui-là, il a une hydrocéphalie » et non, c'est pas le problème en fait. Ça peut être proprioceptif au niveau de la moelle. Les gens peuvent marcher avec une marche très spastique, hein, très raide, parce qu'ils ont une irritation par devant pour le coup, au niveau de la barre ostéophytique, au niveau moteur. Et puis il y a les les moyens internes comme le Brown Sequard qui est l'hémimoelle motrice et sensitive de l'autre côté. Hein. Et puis quand même vraiment très rarement les troubles vésico-sphinctériens, mais comme c'est une atteinte des voies longues, voilà, c'est une atteinte des voies longues, on est quand même obligé d'en parler. Hein. Donc en fait, on a des gens qui viennent avec uniquement, alors c'est celle d'avant, non, alors on verra après. Il y a des gens qui viennent uniquement avec une symptomatologie radiculaire, des gens qui viennent uniquement avec une symptomatologie médulaire et des gens qui viennent avec l'ensemble, les deux. Et je rajouterai, il y a des gens qui viennent avec uniquement une symptomatologie de canal lombaire étroit. Voilà, et en fait, c'est ceux-là que vous nous envoyez les plus souvent. Et nous, il y a des petits trucs qui nous disent ça va pas, il y a quelque chose qui ne colle pas, et on fait l'IRM et souvent on tombe dessus. On tombe sur une mixité qui, je pense, vous le savez, est de l'ordre de 10 à 15%. Hein. Il n'est pas du tout rare que les patients, et puis c'est logique, hein, aient un rétrécissement canalaire, cervical et lombaire associé. Et il y a même des gens qui ont des canaux dorsaux étroits, hein, qui est vraiment une entité, alors là, très rare, mais en fait, ils perdent la marche aussi. On croit que c'est le canal lombaire étroit, mais c'est le canal dorsal étroit. Voilà. Peut-être que ça sera un bon sujet mais il y en a tellement peu, en fait, que voilà. Donc l'évolution, elle est imprévisible. Et c'est bien pour ça qu'il faut faire le diagnostic assez rapidement, parce qu'imprévisible, soit ça se développe avec des marches en escalier par à-coup, c'est-à-dire c'est un patient qui va présenter un petit trouble, puis il va en rajouter un autre. Il revient généralement jamais à la normale, hein. Il évolue défavorablement. Soit c'est un patient qui avait rien, ou très peu, ou on ne l'a pas écouté parce qu'il avait juste des fourmillements au niveau des bras ou des jambes. Hein. La paresthésie, j'en ai pas parlé, mais c'est vraiment un signe assez pathognomonique. Hein. Et puis brutalement, il va avoir une chute dans les escaliers et il va taper la tête, ou même pas, et il va se retrouver avec une contusion de moelle ou un œdème de moelle, et puis il va se retrouver en structure de soins continus. Voilà. C'est vraiment ce qu'il faudrait qu'on arrive à éviter.
Donc, il y a des catégorisations d'échelles d'évaluation. Hein. Le JOA, c'est un des plus utilisés. Vous voyez qu'il évoque toutes les modalités de dysfonction, même les dysfonctions génito-sphinctériennes. Hein. En premier lieu, les dysfonctions motrices des membres supérieurs, puisque ça se passe principalement aux membres supérieurs, hein, avec l'impossibilité de bouger les mains ou bien l'impossibilité d'utiliser une cuillère, mais on peut bouger les mains, l'impossibilité de s'habiller, hein, et puis avec grande ou petite, de verrouiller les boutons avec grande ou petite difficulté. Voilà. Après, il y a les dysfonctions motrices des membres inférieurs. Hein. On peut, non pas que motrices et sensitives. Donc l'impossibilité de les utiliser, c'est quasiment le paraplégique, hein, ou voilà. Des troubles, une préservation sensitive, mais une possibilité de marcher. Enfin voilà, tout est étayé dans ce genre de score et c'est bien de le connaître, ce que je ne connais pas, mais c'est pas grave, moi je le lis quand je le demande. Voilà. Après, il y a la dysfonction des membres sensitifs, des membres supérieurs, et puis des sphincters. Franchement, là, c'est assez rare. Donc voilà, ça, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Je ne parlerai pas des décompensations aiguës parce que c'est un petit peu la catastrophe et qu'on ne sait pas toujours comment les gérer en aigu, même quand ils arrivent au CHU. Donc, on va passer aux imageries. Je pense que Pierre en a bien parlé. Les radiographies classiques, en particulier les statiques et les dynamiques, et les 3/4 qui sont fondamentaux pour voir la sténose foraminale. Je vous montrerai sur un autre dossier. Là, on voit bien qu'il y a un bloc osseux congénital à ce niveau-là. On se doute bien que quand il y a des blocs aussi congénitaux, il va y avoir des problèmes au-dessous. On voit que le disque est complètement pincé et il va y avoir potentiellement un glissement au-dessus qui est amorcé sur le cliché. Donc le scanner, alors moi je le mettrai... Bien sûr que on va d'abord parler de l'IRM, mais le scanner, il est fondamental pour nous, pour analyser et pour savoir justement si on va passer par devant, si on va passer par derrière, et qu'est-ce qu'on peut faire, si on peut limiter le geste à quelque chose de moins restreint qu'une arthrodèse. Le scanner, il est vraiment fondamental, hein, parce qu'il va nous dire si la compression, elle est totalement osseuse, ou si elle est en partie mixte, osseuse et discale, ou si elle est totalement molle. Elle nous permet donc de bien mesurer le diamètre canalaire et de voir les ostéophytes. Hein. Là, l'ostéophyte, là, il est majeur, mais vous allez voir sur le dossier que j'ai concocté, ça fait peur. Voilà. Et les foramen de conjugaison, qui sont donc cette zone-là bien précise, qui explique, en théorie, les radiculalgies, c'est-à-dire les névralgies. L'incus, c'est cette partie ici, là, et quand il y a des ostéophytes, eh ben, ça entraîne une compression au niveau foraminal. Donc l'IRM, ben, Pierre vous l'a expliqué, c'est quand même l'élément principal et nécessaire pour poser un diagnostic. Il permet de voir les signaux intramédulaires. Comme je vous l'ai dit, les signaux intramédulaires ne sont pas forcément une entité neurologiquement péjorative, mais c'est elle qui pose quand même le diagnostic d'une myélopathie d'une façon ou d'une autre. Là, on n'a quasiment plus aucun canal, hein, plus aucune place. Mais et on peut voir un aspect qu'on verra peut-être mieux sur d'autres clichés que j'ai appris à dire, enfin à citer en chapelet de saucisse, hein, parce qu'on se retrouve avec le disque qui bombe, le liquide céphalorachidien réapparaît, et puis il redisparaît, puis il réapparaît, puis il redisparaît à chaque fois qu'il y a le disque. Donc là, ben, on voit des formes un peu extrêmes, hein, avec des compressions qui sont à la fois antérieures, mais aussi une hypertrophie du ligament jaune qui est majeure. Là c'est pareil, hein, double compression. Alors bizarrement, on voit pas bien, quelquefois on ne voit pas bien les signaux et on peut les découvrir à la suite de la chirurgie, tellement ça peut être compressif.
Ça, c'est une barre ostéophytique probable. Alors, qu'est-ce qu'on voit là principalement? On ne voit plus de LCR. Hein. Là, ça réapparaît un peu, mais là, il n'y a plus du tout de liquide céphalorachidien. Donc, il y a un effacement de la barre prémédulaire, hein, de liquide céphalorachidien, par une barre ostéophytique. Là, c'est pareil, on ne voit plus rien. Voilà, un signal intramédulaire. Et il y a quelque chose dont je n'ai pas parlé, mais on peut tout à fait avoir une cavité syringomélique en deçà. Hein. Plus ou moins, là je ne l'ai pas mise, mais il peut y avoir une cavité syringomélique en dessous d'une compression médulaire avec un signal intramédulaire ou pas. Donc le traitement chirurgical, eh ben, il a deux buts. Un but curatif, pour décomprimer la moelle, et puis un but aussi préventif pour assurer la stabilité du rachis cervical. Quand on y réfléchit, le rachis cervical, on se moque de la girafe, mais on n'est pas tellement mieux. C'est-à-dire que quand on y réfléchit, on a un petit cou, on a une grosse tête qui est dessus. Il y a beaucoup d'effets de flexion-extension et de traumatismes bénins qui se multiplient dans la vie, en particulier la voiture, hein, c'est une catastrophe pour l'humain. Hein. On ne voit pas les coups d'accélération, les décélérations, ce qu'on voit c'est les coups du lapin, mais en réalité, au fur et à mesure de la vie, la voiture est extrêmement délétère pour le rachis cervical. Donc on est obligé d'assurer la stabilité de ce rachis quand on l'opère, parce qu'il peut être à même de décompenser sur le plan mécanique après la chirurgie, et ça arrive quand même, vous verrez, pas si rarement que ça. Hein. Donc, on va parler du traitement chirurgical. Il y a des voies antérieures, des voies postérieures, des voies combinées. D'accord? Donc, dans les voies antérieures, vous avez la simple dissectomie cervicale multi-étagée, hein, puisque c'est une myélopathie, c'est quand même assez rare qu'il n'y ait qu'un seul étage qui ait un problème. Hein. Il pourrait y avoir qu'un seul étage, par exemple dans un rétrolisthésie, un patient, comme en lombaire en fait, hein, un canal étroit, juste par décalage d'une vertèbre et arthrose chez quelqu'un qui a un certain âge quand même. Hein. Mais là, on va plutôt parler d'une dissectomie simple multi-étagée, d'une dissectomie simple avec arthrodèse, c'est-à-dire avec des greffes à chaque étage discal et ostéosynthèse, des corporectomies, quand le corps vertébral devient lui aussi compressif, hein, puisqu'on a bien vu sur l'aspect en chapelet de saucisse que c'était généralement les disques qui protruaient, d'accord. Et puis la somatotomie médiane sans greffe que j'ai dû faire 2 fois dans ma vie. Voilà. Son avantage, c'est qu'il n'y a pas d'arthrodèse. Mais avec le temps, l'évolution de la chirurgie, on a beaucoup d'inquiétudes à ne pas greffer, à ne pas verrouiller les choses. Mais vous verrez, je vous montrerai juste, on comprend bien qu'en théorie, ça ne peut pas se décompenser au niveau mécanique. Après, on verra les voies postérieures. Et puis enfin, il y a les voies combinées, mais surtout l'arbre décisionnel. Donc, les dissectomies simples, globalement, ça ne se fait plus. Hein. Moi, je suis de la génération où 1993, ça s'est terminé. Hein. Les dissectomies simples, ça ne se fait plus. Hein. On met systématiquement des greffes. Les gens sont hyper angoissés parce qu'on leur met des greffes, mais nous, ça fait partie de notre travail de base. Hein. Et la mise en place d'une cage, c'est 5 minutes. Hein. Avec ou sans plaque cervicale, ça se discute, mais c'est même plus à discuter en fait. Voilà. Hein. Donc on utilise un écarteur, moi j'utilise un Gaspard, hein, qu'on met sur la vertèbre du dessus et la vertèbre du dessous, et qui permet de passer d'un écartement de 4 mm à un écartement de 6 ou 7 mm, qui va nous permettre en fait d'utiliser le microscope opératoire et la fraise électrique. Hein. Donc le but, il est d'enlever le disque, qu'il soit pincé ou qu'il ne soit pas pincé, et d'aller au contact de la moelle, à distance de la moelle, qui est séparée par le ligament vertébral commun postérieur,
enlever tout ce qui écrase, si c'est une hernie discale ou si c'est une hernie discale qui s'est calcifiée et qui fait une barre ostéophytique sur toute la distance intersomatique. Voilà, donc l'écarteur intersomatiques de Caspar, le microscope, le fraisage, ça chauffe. Donc voilà, ça peut être source de complications post-opératoires. Hein. En général, pas d'un déficit durable, hein, mais d'une interruption du passage de l'influx nerveux qui fait que les patients peuvent se réveiller, parfois dans 1% des cas, avec un déficit de l'abduction du bras, c'est le premier, ou de la flexion ou de l'extension de l'avant-bras sur le bras. Voilà. Les inconvénients, ben, en fait, encore que les cages aujourd'hui soient un peu lordosées, hein, c'est-à-dire, vous savez qu'on est quand même dans le discours des lordoses et des syphoses. On essaye quand même de mettre des cages qui ne sont pas comme des greffons qu'on prenait en iliaque et qu'on ne pouvait pas mettre en lordose. Hein. Donc les greffons qu'on met, ils sont quand même lordosés et ils évitent tout de même les discopathies adjacentes, même si elles sont physiologiques pratiquement, dans la mesure où à partir du moment où on fait une arthrodèse, on crée une barre et au-dessus ou au-dessous de la barre, il va se passer quelque chose dans les années qui suivent. C'est quasiment obligatoire. Hein. Donc, les corporectomies, alors, les corporectomies et l'arthrodèse, les corporectomies, pour moi, c'est quand ça ne suffit pas de passer en intersomatique ou qu'on ne peut plus passer en intersomatique. Hein, par exemple, dans la radio que je vous ai montrée, alors qui était la radio des... Vous comprendrez bien que là, c'est un bloc. Ici, c'est un bloc. Il n'y avait pas de disque au début, mais il y a des fois, les patients, ils arrivent comme ça. Hein. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus de disque, donc ce n'est pas possible. Dans ce genre de situation, on ne peut pas passer en intersomatique et il faut faire une corporectomie. Et d'ailleurs, en général, le scanner montre bien qu'il y a des ossifications derrière les corps vertébraux. Ça descend derrière les corps vertébraux. Donc dans ce cas-là, passer en intersomatique, ce n'est pas logique parce qu'on ne va pas enlever toutes les barres ostéophytiques qui compriment la moelle. Donc, soit on met un greffon autologue qu'on prend en crête iliaque. Il y a bien longtemps qu'on ne prend plus au niveau du péroné. C'est très douloureux et ce n'est pas forcément un bon greffon. On fait une greffe iliaque, mais vous avez bien compris que ça veut dire qu'on fait un disque, un deuxième disque et toute une hauteur de corps vertébraux, c'est-à-dire qu'il faut à peu près 22 mm de greffon. Hein, donc ça fait très mal. Les crêtes iliaques, c'est extrêmement douloureux. Et il faut porter un collier rigide pendant 3 mois après avoir verrouillé, comme c'est présent là, par une plaque cervicale vissée. Donc à partir de là, on peut voir plein de solutions. Hein, soit la dissectomie polyétagée avec plaque, comme en haut, enfin avec rien, ou avec plaque plutôt. Hein. Soit une dissectomie quand c'est 3 étages, eh ben, on fait soit une double corporectomie comme vous voyez ici, avec une plaque devant, soit si on estime qu'il n'y a pas de compression postérieure entre la hernie discale et l'endroit où on va faire la corporectomie, on va faire juste une dissectomie et la corporectomie au-dessous, ou le contraire, juste la dissectomie et la corporectomie au-dessus. Mais en tout cas, on met toujours une plaque cervicale associée. Donc voilà, là vous voyez, ce sont des cages avec une plaque cervicale vissée. Donc les voies antérieures, ben, c'est plutôt une indication chez les sujets jeunes, d'accord ? Pourquoi? Ben parce qu'en général, quand le disque est complètement pincé chez le sujet âgé, on ne passe plus, en fait. On passe plus et en général, ça touche beaucoup plus de segments chez le sujet âgé. C'est des compressions qui sont plutôt antérieures. C'est une perte de lordose. Vous avez vu ici que la lordose, elle était quand même parfaitement respectée. Et c'est une instabilité préopératoire. Il y a en général une très bonne amélioration de 80% des cas, même sur une corporectomie. Hein. Et puis la morbidité, ben voilà, la morbidité, on va prendre dans l'ordre. Hein. La voix d'abord,
On a l'œsophage, la carotide, la trachée et la jugulaire. On écarte, évidemment, on a des écarteurs. Mais on peut, s'il y a beaucoup d'ostéophytes sur la voie antérieure et qu'il faut les fraiser pour passer dans les disques ou pour faire la corporectomie, eh ben, il peut y avoir un risque de blessure de l'œsophage. D'accord ? Moi, je mets toujours une sonde pour le voir. Parce que c'est dramatique, hein, ça peut entraîner des problèmes infectieux, des tétraplégies par ostéite infectieuse, même si la plaie est réparée. Hein. S'il se débricole, c'est qu'il se passe quelque chose dessous. Hein. Moi, le dernier qui s'est débricolé, c'était une ostéite. Hein. Donc, et une ostéite, ça peut conduire à une épidurite infectieuse et une tétraplégie. Hein. Donc le débricolage, c'est possible, mais pour nous, il faut être très vigilant. D'accord ? Et puis le déficit dont je vous ai parlé, hein, segmentaire, C5, ou bien C6 et C7, extension. Voilà. Donc là, vous voyez comment ça se passe. Hein. On enlève le corps vertébral et on va mettre un autre greffon à la place. Hein. Donc là, ce que vous ne voyez pas, c'est le greffon. Il est là, c'est tant mieux parce que ça veut dire qu'il est bien intégré. Et la plaque cervicale vissée. Voilà, l'incarthrose, c'est vraiment ce qu'il faut absolument enlever dans ce type de chirurgie. Voilà, j'étais pas sur le bon cliché. Donc ça, c'est en pérope, hein, c'est juste pour vous montrer une moelle qui est libérée par voie antérieure. Donc la voie antérolatérale, en fait, elle n'est pas du tout déstabilisante. Elle permet de faire une tranchée cervicale. Hein. Je l'ai fait à 1 ou 2 reprises, ça s'est très bien passé. Voilà, par contre, il faut être extrêmement vigilant parce qu'on a quand même une beaucoup moins bonne vue. Hein. Et sans microscope, c'est quasiment pas possible. Ou alors, on va s'étendre et puis on sera déstabilisant. Les voies postérieures, donc il y a les laminectomies simples. Ça se fait avec un emporte-pièce ou petit kérisson, ou fraise. On peut aussi fraiser, mais on utilise des fraises plutôt diamantées, de façon à ne pas faire de lésions au niveau de la moelle. D'accord ? Il faut respecter les articulaires qui sont ici. Il faut respecter C2 et il faut respecter T1 et j'irais presque C7 aussi. Alors l'avantage, c'est qu'on peut fraiser, ou on peut en tout cas, grâce au kérisson, aller chercher par-dessous et décomprimer un tiers au-dessus et un tiers au-dessous. Voilà. Donc ça, voilà, c'est ma compression en saucisson, là, et la libération de la moelle qui est parfaite. Et vous voyez que le patient a une lordose. Hein. Les laminoplasties, alors je passe très vite parce que je ne sais pas, vous en faites, vous? Non. La laminoplastie, c'est une technique plutôt asiatique hein, qui consiste à garder tout l'arc postérieur et à ouvrir en fait l'arc, vous voyez, comme ça, à ouvrir l'arc, mais ça veut dire qu'on a aussi ouvert ici, et à faire une ostéosynthèse pour agrandir l'arc postérieur. Ça doit prendre beaucoup de temps. Hein. Voilà, c'est un petit peu le but, mais moi j'en ai jamais fait. Et voilà. Après, il y a évidemment, je ne l'ai pas noté, mais quand il y a le moindre risque d'instabilité, il faut mettre des vis en arrière. Voilà. Donc les voies postérieures, l'indication, ce sont des patients âgés avec une cervicarthrose très évoluée hein, et une grande stabilité liée à l'arthrose qui environne tout. Hein. Il vaut mieux pas qu'il y ait, enfin c'est pas qu'il vaut mieux pas, il faut pas qu'il y ait une syphose préopératoire, il faut qu'il persiste une lordose qui est supérieure ou égale à 10 degrés. Il ne faut pas d'instabilité, il ne faut pas de listhésis, sauf si vraiment c'est complètement verrouillé. Et puis il faut que la compression soit plutôt postérieure. Le résultat, vous voyez, il est moins bon. Pourquoi il est moins bon? Parce qu'en général, ça touche des sujets plus âgés et qui viennent déjà avec des signes qui sont plus importants. Hein. La morbidité, alors il y a 2 morbidités. La principale, c'est le changement de courbure, qui n'est pas forcément, c'est-à-dire ça se déforme vers la syphose. Pourquoi? Parce qu'on a décollé les masses musculaires et qu'il n'y a plus rien qui tient bien le rachis. D'accord? Donc la syphose, elle est en général, dans 30 à 41%, elle se déforme.
elle est asymptomatique dans 10% des cas. Par contre, il y a une réelle déstabilisation post-op dans 25% des cas. Et c'est là qu'il faut envisager de mettre il faut l'envisager avant de mettre des vis et de verrouiller par derrière le rachis cervical. Donc, qu'est-ce qui nous pousse à le faire? C'est des sujets plus jeunes, d'accord? Une laminectomie qui a un peu pris sur C2 ou sur T1 et une hypermobilité préopératoire avec des clichés dynamiques qui sont impératifs. Sur l'arbre décisionnel, donc les facteurs généraux qui vont l'entraîner, c'est la rigidité du rachis cervical, d'accord? La courbure physiologique du rachis cervical, la nature des éléments compressifs antérieurs ou postérieurs, ou les deux, hein. Le nombre de segments impliqués, vous avez compris que c'était hyper important, plus ou moins 3, et tous les éléments péjoratifs, l'âge du sujet, l'état général, le listhésie, la subluxation, les cervicalgies invalidantes en sachant que le patient ne récupérera pas. Et est-ce qu'il faut ou pas arthrodéser en même temps. Donc là-dedans, on range dans les cases, voie antérieure, voie postérieure, ce qu'on a déjà fait tout à l'heure. Hein. Et l'arbre décisionnel, en fait, il est là. C'est-à-dire, la première chose à regarder, c'est la lordose ou pas la lordose. Donc, vous voyez, lordose, raideur, kyphose. La lordose est effective. On regarde la compression. La compression est surtout postérieure. On va directement sur une laminectomie ou une laminoplastie. Enfin, nous, non. Hein. La compression, elle est ventrale ou postérieure. Là, on regarde s'il y a plus ou moins 3 étages. S'il y a moins de 3 étages, on va en général aller sur une voie antérieure avec tout ce que je vous ai démontré, d'accord? Tout ce que je vous ai montré, soit simple greffe, soit corporectomie. S'il y a plus d'étages, à partir de 4, on fait une laminectomie, plus ou moins vissage postérieur. Quand il y a moins de 3 étages et que le patient n'est pas en bon état général, c'est des chirurgies plus longues hein, par voie antérieure parce qu'on fait de la reconstruction quand même. On peut aller sur une laminectomie. Quand le patient est très raide, en général, on fait une laminectomie avec une fusion, d'accord? Ou parfois, si on prend le temps, on peut faire une décompression par voie antérieure. Là, ça va un peu dépendre aussi de où ça comprime. Hein, voilà. Et enfin, quand il y a une kyphose, c'est peut-être là qu'on peut éventuellement faire des voies mixtes, antérieures et postérieures, mais en tout cas, on passe toujours par devant dans tous les cas. Voilà, bon, alors là je passe, mais je voulais juste vous montrer ce que pouvait être une compression. Vous imaginez une compression comme ça? C'est juste impossible de passer par devant. Voilà, il n'y a pas d'autre solution que de passer par derrière. Hein, parce que là, le patient il se réveille d'une voie antérieure, corporectomie ou pas, il est tétraplégique. Hein. Il n'y a pas de doute. Hein. Voilà, j'ai un peu traîné.